Anciennement présentateur et commentateur télé pour RTL, Luc Maton est aujourd'hui rédacteur en chef pour Télésambre, une chaîne locale située à Charleroi. Ensemble, nous allons revenir sur un parcours extraordinaire, centré sur une question: qu'est-ce qu'un commentateur de foot? De son départ d'RTL à son travail de commentateur, en passant par ses plus belles émotions dans un stade de foot, vous saurez tout dans Around the Goal. Luc Maton, comment ça va? Très bien, je vous remercie Sacha, en forme, et vous? Ça va très bien, je suis super content de te rencontrer aujourd'hui. Franchement, dans ce superbe flambant neuf studio de Télésambre à Charleroi. Modestement, voilà, on est ici effectivement, c'est une télévision locale, régionale, qui est à niveau maintenant, avec les améliorations apportées à ce studio. Petite précision, Sacha, tu dois le savoir, dans 7 ou 8 mois, Télésambre déménage dans un tout nouveau bâtiment dans le centre de Charleroi. Ça s'appellera Médiasambre et on sera avec notamment Vivacité sur différents étages dans un tout nouveau bâtiment. Voilà. Et c'est quoi l'objectif en fait? L'objectif, c'est une meilleure couverture de toute cette région, ce bassin finalement de Charleroi, puisqu'on a 25 communes à couvrir, donc c'est pas rien, il y a plus de 600 000 téléspectateurs potentiels. Et Viva travaille très bien aussi au niveau radio de son côté, donc si on peut unir les forces, on espère être un peu meilleur, un peu à l'image, comme je sais que tu es liégeois, un peu à l'image de ce que Médiacité a réalisé à Liège aussi, bien évidemment. Mais je sais que tu es donc rédacteur en chef. C'est quoi ta nouvelle vie aujourd'hui? C'est une organisation des équipes de tournage chaque jour, de la recherche de l'info, de la dynamique que j'ai voulu apporter, de la mise en place de cette dynamique que j'ai voulu apporter. Sachant que tu viens d'un média qui est, je dirais, aussi référence, en partie francophone, c'est RTL, c'est logique, au niveau de l'info, ils bossent d'une certaine façon, avec leur qualité, avec leur envie d'aller chercher l'info, avec une info de proximité aussi qui est développée. Donc je pense qu'il fallait insuffler tout ça, tous ces éléments aux équipes qui étaient ici, sachant qu'on a, comme je te le disais, pas mal de communes à couvrir, des gens qui sont en attente d'eux, et il faut pouvoir se renouveler. Donc je crois qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient depuis pas mal de temps ici, elles avaient envie d'un petit souffle nouveau. Voilà. Justement, tu parlais d'RTL, concrètement, ton quotidien par rapport à RTL, est-ce qu'il a beaucoup changé quand tu étais commentateur, quand tu étais présentateur télé? Est-ce que tu sais m'expliquer les différences qu'il peut y avoir au quotidien? Le rythme de fonctionnement est tout à fait différent. Là, j'étais très axé sur la pub, sur l'info. C'est pas grave, la publicité c'est RTL. Hein, voilà, ça reste aussi gravé quelque part en toi. Endoctriné, tu vois. Totalement. Exactement. Non, j'ai été nourri par toute cette information internationale foot. Et donc, tu vas sur les sites, tu travailles énormément chez toi pour rester à la page, pour connaître le dernier potin ou le dernier transfert. Ici, le rythme il est différent puisque je commence finalement très tôt en journée et je vais jusqu'à 18h30 avec les équipes. Donc, le fonctionnement est différent. À RTL, avec le foot, là, on pouvait travailler chez soi pendant 4-5 heures devant son PC, sur le web, à chercher l'info, et puis c'est en soirée que tu allais travailler, et encore c'était un rythme irrégulier, puisque fatalement les soirées européennes, elles avaient leur rendez-vous bien fixe dans la saison, et donc Diable Rouge aussi, et donc ce qui fait que j'étais finalement sur un autre rythme de fonctionnement. Je pensais qu'en travaillant plus près de chez moi, je serais plus longtemps, plus souvent à la maison, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et voilà. Mais écoute, moi j'aimerais bien savoir vraiment, et parler du Luc Maton en tant que commentateur, comment est-ce que Luc Maton préparait un commentaire à l'époque? Le commentaire, il se prépare quand tu suis une équipe. Je veux dire, voilà, Chelsea, tu donne un exemple. Tu sais que tu vas commenter Chelsea dans 10 jours. Tu travailles Chelsea toute la saison. Chelsea, c'est facile, évidemment. Chelsea, c'est une équipe que tout le monde suit. Les joueurs sont cotés, sont connus. Tu n'as pas énormément de trouvailles, si je puis dire. Donc, tu connais les caractéristiques de tes gars, mais bon, tu veux voir s'il y en a un qui est plus rapide qu'un autre. Je recherchais les associations, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui systématiquement vont chercher, je donne un exemple, le 5 va chercher le 6, tu vois, puis on va à un moment donné vers le 10, ou on n'y va pas, voilà. Quel est le chemin, donc la séquence de jeu, quels sont les chemins de ce ballon que Chelsea affectionne ou recherche du moins. Donc j'avais vraiment cette enquête de fond, si je puis dire, pour arriver préparé au match. Mais en tant que commentateur de foot, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'à un moment donné, il faut beaucoup de temps pour préparer une rencontre, ou justement, il y a une deuxième école, celle justement où on y va à l'émotion, on y va à la passion, aux connaissances, à la culture générale, et on commente un petit peu en se basant sur l'instinct, quoi. Moi, j'ai toujours eu cette envie d'être plus proche de l'entraîneur,
je ne vais pas dire que du supporter, parce que le supporter, j'avais aussi cette envie de mettre le feu comme les Italiens le font, comme les Méditerranéens le font, comme les Tu le Espagnols. faisais très bien d'ailleurs, c'est ce qui a fait à un moment donné ton succès. C'est sûr que Luc Maton, moi enfin, je parle de moi en tant que téléspectateur, quand j'avais 14 ans, tu vois, en tant qu'adolescent. Ça me plaît déjà ce que tu me dis. Ça te vieillit, mais Non. c'est évidemment dans une approche de compliment que je veux te dire ça. On sentait que tu vivais le match et intensément. Justement, quelle importance tu donnes à la passion dans ton commentaire? En pourcentage, tu viens à 70%. J'ai envie de dire 70% d'émotion. Parce que le gars qui est chez lui, dans son salon, il a ses chips en main, il a éventuellement un verre avec ou de la mousse ou pas de mousse dedans à proximité. Bah, tu vis ton match, mais tu te rends compte de la chance que j'avais d'être dans des stades, les plus beaux stades d'Europe que j'ai fait, des ambiances de feu. On le voit maintenant, quand tu vas aller au stade, ça te coûte vite 50, 60 euros, 70 euros pour un bon match de bon niveau. Enfin, tu vois ce que ça représente en Angleterre pour trouver des places, c'est la croix et la bannière. Donc, j'ai vécu des rencontres énormes. Et tu es là, tu ne peux pas rendre ça comme si c'était un petit match, une partie d'échecs entre Kasparov et son alter ego dont j'ai oublié le nom. Donc ce qui fait que c'est pas possible, quoi, tu vois, tu vis un truc parce que les types ils se donnent à fond, ils y vont comme jamais. Les jeunes dont tu faisais partie, voilà, ils croquent le match. Moi je le vois maintenant, j'ai 2 garçons qui ont 16 et bientôt 14. Je vois leur entourage, je vois quand je les conduis en voiture de quoi on parle, tu vois, ils se disent je sais pas, Drogba il a fait Drogba ou Messi il a fait ça ou voilà, enfin plus maintenant Drogba. Je suis encore dans mon temps, tu vois, mais donc les gars, ils s'identifient énormément, mais ils s'identifient à ce qu'ils ont réalisé de plus beau, gestes forts. Et toi, ton job, c'est de mettre en valeur les gestes forts, quoi, tu vois. Mais justement, quel est le profil de joueur type qui vraiment, toi, te donnait le plus d'émotion dans ton commentaire? À la fois les métronomes, je parle d'un Xavi qui à Barcelone par exemple j'ai ressorti 36 fois les stats de Xavi parce qu'il a cette concentration sur 90 minutes. Iniesta idem, tu peux pas baisser de niveau à un moment parce que tu sais que dans ce jeu de passes redoublées, si tu commences à avoir un déchet de 70, pas de 70%, mais un déchet de 30%, allez, voilà, ça va pas le faire, quoi. Tu vois, tout ton collectif il va s'effriter, ça va tomber par terre. Donc les gars, ils étaient particulièrement concentrés. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils pensent souvent que, ils se disent, allez, le foot, j'atteins ça facilement, ça va rouler, ça va. Mais non, tu peux pas, tu dois être vraiment concentré, préparé, bien connaître ta mission et ton projet de jeu, le projet même d'équipe. Et alors, autre chose, non, évidemment, moi j'aime bien le gars qui va t'offrir la petite touche technique. Bon, quand tu as vécu la période Ronaldinho, par exemple, voilà, tu savais que Ronaldinho, il y a eu des très beaux buts, il y a eu des pointus, à Chelsea notamment, il y a eu des moments de folie, de football. Bon, moi j'adorais vraiment ces gars-là. J'ai envie de dire, tu payes ton ticket pour aller au stade pour voir des gars qui vont te jouer l'extra. Tu auras le plus grâce à ces mecs-là, quoi. Et donc ils vont le faire et ça plaît, quoi. Ton souvenir le plus mémorable au commentaire? Peut-être, il y en a 2, le 3-3 en finale en 2005, Liverpool, Milan AC, où Milan AC l'emporte 3-0 à la pause, ils sont sur le velours, et là je commente avec Serge Vermeuren à mes côtés, et on est juste au bout du banc de presse, et à côté de nous il y a des supporters de Liverpool, qui était complètement éteint en première période, notamment je me souviendrai toujours, je le vois encore comme je te vois maintenant, il y a un type, il avait un casque de Gaulois sur la tête, là, il avait des tresses, il avait un sommet rouge de Liverpool, et puis il y a eu un premier but, il y a eu Smisser, je pense, qui a marqué, puis il y a eu, je me demande si Steven Gerrard n'a pas mis un aussi, ou Xabi Alonso était là à l'époque aussi. C'est le fameux match où ils reviennent de 3-0 à 3-3, c'est ça, voilà. Et puis après ça se termine, et ils vont tirer au but au final, et c'était un moment, mais énorme, un rebondissement. Et alors mon Gaulois qui était à côté, le type, il avait retrouvé de la taille, il était redevenu le vrai supporter de Liverpool, énorme, très sympathique, mais un revirement complètement fou, sur une finale bien évidemment. Et puis l'autre moment, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en télévision, c'est un un ballon de Messi, il glisse ce ballon, c'est un match en demi-finale, retour Chelsea-Barcelone, il le glisse à Iniesta, et Iniesta prend ce ballon qui arrive à 94e minute de jeu. Degrés. Il enlève son maillot et il va vers les supporters, je m'en souviens très très bien. Ouais, dans le coin là. Un très grand moment. Ah, à ce moment-là, tu prends un plaisir de fou et tu te lâches. Ouais, et Guardiola, parce que tu vois toute la scène
Donc tu vois Guardiola qui quitte son banc et qui court avec les gars et qui va se jeter dans la masse aussi, mais en même temps il doit se reprendre dans le moment parce qu'il doit replacer tous ses joueurs aussi. Enfin, c'était un truc, j'aurais encore les frissons maintenant en parlant. C'est dingue. Ah ouais, ça c'est ça. Et alors juste derrière, après, tu as Drogba qui est dans une action et qui lui va réclamer un penalty qui n'est pas sifflé par l'arbitre. Et puis après, qui s'en prend. Et alors il vient devant les caméras, je sais pas si tu te souviens, et alors il dit UEFA fucking disgrace. Et il s'exprime comme ça. Oui, je m'en souviens, mais là c'est après le match. Chercher la caméra, la réalisation, parce qu'il est hors de lui, parce qu'il estimait qu'il y avait malgré tout la faute dans le rectangle, il aurait pu la... Ah, il y a des moments, mais c'est tellement énorme, ça dépasse même ça dépasse l'argent, ça dépasse le business du foot, c'est la vraie émotion. On revient à du pur, quoi. Tu vois, tu peux venir avec le meilleur schéma du monde, tu as les meilleurs entraîneurs qui sont là, tu as des oppositions terribles. Mais tu vois, toi, tu me parles de ça, et là, tu vibres et je vibre avec toi, dans le sens où, à un moment donné, ces émotions-là, je les ai partagées avec toi. Est-ce que tu as conscience qu'à un moment donné, tu représentes toute une génération de téléspectateurs? Progressivement, oui, j'ai eu conscience de cela parce que, je t'avoue, voilà, j'ai arrêté le métier là, il y a 2 ans, du moins dans ce secteur, secteur foot. Modestement, je reste modeste sur ce profil finalement, je pense que j'ai pas eu une semaine où tu croises quelqu'un qui vient te dire « Oh, c'était bien ce que vous avez fait, oh, j'ai fait ça, au ce match-là, je me souviens », ou les gens disent « Oh, on vous regrette au foot », voilà. Alors après, tu prends conscience de 2 choses, tu te dis « Bon, soit franchement, j'ai été bon, alors là, bon, tu vois, mon chemin n'était pas spécialement écrit au départ, mais bon, je me suis retrouvé dans, voilà, mais j'aime bien vivre le match, et encore maintenant, je bouffe foot, voilà, je vais au foot, et je suis mes enfants partout, et je suis content, et ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est je me dis qu'en télé, il est tellement compliqué de réaliser une émission, mais qui soit suffisamment représentative et qui n'est pas spécialement une émission décriée. Parce que c'est facile de critiquer Pierre-Paul Jacques, on démonte vite, on déglingue vite. C'est à la mode. Hein. C'est une façon de voir les choses. Mais quand tu as des personnes qui viennent près de toi et qui te disent « C'est bien ce que vous avez fait en Ligue des Champions à la fin ». À la fin, Laurent Lotte, il m'avait dit « Écoute, Luc, sur les 2 dernières années, pars plus, j'ai envie que tu restes en plateau, comme ça il y aura une continuité de présentation. Je ne sais pas spécialement que ça sera, que je suis meilleur qu'un autre, mais il m'a dit il y aura une continuité sur le boulot. Et on crée un team et on essaie d'avancer. On part sur ce. Ouais, je dis ok, ça va. Puis Olivier Renard vient, le mec, bon, génial, très disponible, une bonne connaissance du foot. Georges à ce moment-là, et on est avec moi, Georges Grune bien sûr. Il y avait encore Frédéric Poul qui venait aussi de temps en temps dans la mêlée. Manu Ferreira l'a fait. Au début, j'avais Philippe Léonard. Et c'est des gars, on ne s'est pas pris au sérieux, mais en même temps, il y avait de l'info qui était donnée sur le plateau, je voulais ça, mais il y avait surtout beaucoup de complicité, parce que finalement, on est belge, on n'est pas petit belge, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui sont représentatifs maintenant dans pas mal d'équipes, mais on voulait bien faire le job sans vouloir dire, je vais vous expliquer comment fonctionne Guardiola aujourd'hui. Je ne vais pas me permettre de venir critiquer Guardiola. Tu ne te prends pas pour qui tu n'es pas, t'es voilà, journaliste. Je peux pas venir, Et on en vient à la prochaine question. À un moment donné, est-ce que c'est le journaliste qui doit construire autour de lui l'événement, ou est-ce que c'est l'événement qui fait le commentaire du journaliste? Non, je pense que ça sera toujours l'événement, c'est logique, tu vois, l'événement il est là. Le foot c'est une histoire. Toi-même, tu vas payer ta place, tu as envie de vivre pendant 1h30 une belle histoire. Mais seulement, il y a un paramètre, c'est pas comme au théâtre. Si tu vas voir Lucchini, tu vois, Fabrice Lucchini, tu vas le voir, tu te dis normalement, j'ai pas de mauvaise surprise, je sais que je peux carrément mettre 40 € sur la table ou 30 € pour ma place, ça sera un bon moment que je vais passer. Tu vois, au foot, tu sais pas spécialement si ça va être un bon moment, parce que ton match, ça peut être un match fermé, tu vois, sans histoire. Et alors là, tu es malheureux. Moi, j'étais malheureux d'aller dans des stades, et parfois je sortais de là et je me disais, zut. Donne-moi un exemple, une anecdote. J'ai pas d'histoire. Ouais, mais tu as des matchs matchs fermés, quoi, tu vois. Matchs où tu te dis, bon, là, ça va être. À la limite, j'en ai même pas spécialement là. Je sais pas combien j'en ai fait en Europe, ou même avec les Diables, ou même un jour, je vais là au Kazakhstan avec les Diables Rouges, voilà. Et puis, finalement, il s'avère que le Kazakhstan égalise. Et tu sors de ce match-là, tu te dis, c'est pas vraiment. Le déplacement était déjà horrible, tu vois, en avion. Tu t'arrêtes à Trabzon, puis après de Trabzon, tu vas parce qu'il fallait le ravitaillement, puis après tu vas à 300 km de la Chine là, pour un match de foot, et le match ça donne 3 fois rien, et finalement les Kazakhs là, ils t'embêtent complètement. Et alors Vincent Compagnie, il vient à la fin du match en off, parce que lui il reprend un avion directement, il a pas des sous Hambourg, et il me dit, vous savez, il me dit Luc, et puis il me dit, vous savez, vous devez croire en cette équipe, ça va marcher, ça va fonctionner. Je te parle de ça, c'était peut-être en quelle année, 2007, 2008, quoi, tu vois. Et là tu te dis, ouais.
Bah ouais, allez, je crois au Vincent, ton truc. Allez, je te suis, grand, je te suis. Il a une dynamique politique, hein, Vincent Ah Kompany. ouais, Il a ce côté ah ouais, politique. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Je clairement, ne bah, sais pas ce que tu en il est plus penses. avancé, il est nettement plus avancé dans la com que pas mal de ses coéquipiers. C'est un personnage, c'est un type qui intellectuellement il est vachement fourni. Et donc effectivement, bah, il savait qu'il construisait, à mon avis, dans l'ombre, calmement, un projet, bah, avec tous ses potes autour, il y avait moyen tu vois, de réaliser quelque chose. Ouais, Et il y est arrivé. Bon, on n'a pas le titre, il n'a pas encore décroché le titre. pas Parce que, encore. fin fine, c'est ça, tu vas te dire, en Ouais. foot, on peut avoir une super génération, on s'est bien amusé, franchement, on a vibré. Côté nation, en tout cas, ça s'est réussi puisque c'est fédérateur, il y a énormément de personnes qui à nouveau arborent les couleurs, mais il te manque, tu vois, c'est pas comme l'Italie. L'Italie, bon, elle a quand même gagné son truc de temps en temps, Ouais. et finalement, voilà, ils ont ça derrière, et tu ne vas pas leur enlever derrière. Ouais, mais le problème, c'est aussi Mais il la est bien, question Vincent. de culture foot. Je ne sais pas si tu, à un moment donné, tu comprends. Quand je te parle de culture foot, je te dis à un moment donné, Ah hein, oui, c'est différent, quoi. Je veux dire, tu parles de la Belgique, tu parles de avec le l'Italie. respect, avec respect. Hein. Voilà. Il y a une culture foot qui n'est pas présente ici et toutes les parcelles de la société italienne sont traversées par le football au quotidien. Ouais. Ils se vivent football. Ah oui, oui. Le problème de la Belgique, c'est que voilà, fondamentalement, tu n'as pas cette culture foot intrinsèque. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu en penses? Oui, tu ne l'as. On n'est pas un pays avec une grosse culture foot, je suis tout à fait d'accord. Si tu vas en Allemagne, bah, tu le vis déjà vachement différemment. Tu vas en Italie, alors je te raconte même pas effectivement. Les Espagnols, bah, c'est aussi du même tonneau, donc voilà. Et alors, in fine, tu vas en Angleterre. Alors là, tu es sur les grades, mais t'es sur les grades de grosses nations du foot, c'est logique. Mais pourquoi cette période? Je crois qu'il y a eu cette énorme période d'errement dans les années, je sais pas moi, les années 2000. Je me souviens quand on a pris RTL, on avait pris le contrat Diable en 2002. Bon, après, tu as eu Aimé Antonis, bon, tu avais le président Peters, ce regretté président Peters, ils bossaient, ils essayaient de faire quelque chose, de construire, mais c'était trop amateur au niveau de la Fédé, il n'y avait pas le signal fort au-dessus, je trouvais, tu vois, il n'y avait pas de... Ouais. Alors en plus, de mon point de vue, j'ai jamais aimé ça, il y avait là, à l'échauffement, pour l'échauffement de l'entraînement, tu avais d'un côté les joueurs flamands qui faisaient le réchauffement ensemble, et puis tu avais les francophones et de l'autre, quoi, tu vois. Déjà, Ouais. ça, je dis, on passe à côté. Moi, je venais là, je me dis, mais enfin, ils vont arrêter ce truc, quoi, tu vois. Alors, à l'époque, tu avais les Mpenza, tu avais Daniel Van Buiten qui était là d'un côté de la bande, et puis tu avais les autres. Ouais, je dis, bon, allez, ça va pas, quoi. Et puis, donc, ça manquait vraiment de leader, charismatique aussi, Mais est-ce que de ce n'est pas toujours le richesse, cas maintenant? de richesse. Au niveau de la Fédé, finalement, elle a été bien servie grâce au talent des joueurs. Bah, fatalement, Eden Hazard, tu vas pas le pondre comme ça. Le mec arrive, il est dans la série avec Gerd De Bruyne qui grandit, avec un Vincent Kompany qui a bien mis les choses en place, avec des gars qui n'ont pas spécialement. Daniel Van Buiten a été d'une régularité rare. Tu as eu moins de clivage, tu as eu beaucoup de joueurs qui se sont nourris à l'étranger, donc qui n'ont pas spécialement attendu que la Belgique, qui n'est pas une grosse nation forte avec d'énormes équipes foot, parce que bon, il faut quand même le dire, voilà, tu es toujours très heureux. Hein. J'écoutais encore Marc cette semaine, bah ouais, il dit, moi je supporte les équipes belges jusqu'au bout, quelles qu'elles soient. Je dis, bah oui, bah évidemment, moi aussi, on avait envie d'aller le plus loin possible, toujours, mais bon, après tu te rends compte que tu as une limite, quoi. Par contre, cette culture, ouais, elle n'est pas vraiment présente, je trouve qu'elle ne vient pas du dessus, le rythme n'est pas donné du dessus, le rythme est donné aujourd'hui par les joueurs qui sont à l'étranger. C'est logique, voilà. Ton De Bruyne encore ou ton Hazard ici, sont des moments extraordinaires. Un Benteke même a grandi à l'extérieur alors qu'il était semi-décrié en Belgique. Ça ne marchait pas trop, que ce soit au Standard, que ce soit à Genk. Enfin voilà, c'était un peu hésitant. À Il n'était tâtons. pas Et vraiment puis, voué à il est une parti là, carrière voilà. comme ça, quoi. Voilà. Lukaku, il est parti jeune. Bon, voilà, mais ça se met en place progressivement. Donc je pense que la Fédé, elle se nourrit de ça. Alors après, qu'elle soit nettement plus structurée aujourd'hui, peut-être, effectivement. Mais dernière chose, ce sont les jeunes qui s'identifient. Et ces jeunes-là, ils ont envie à nouveau d'aller à l'entraînement et de calquer un modèle qui est De Bruyne, qui est Lukaku, et qui n'est pas spécialement Del Piero, qui n'est pas spécialement Inzaghi, qui n'est pas spécialement, je sais pas moi, un Espagnol, tu vois, Raoul ou autre. Maintenant, voilà, on parle de nos joueurs sur les terrains de jeunes. Ça, je me dis que là, on commence à créer une dynamique où les jeunes qui ont 14-15 ans maintenant, ils seront dans 10 ans encore dans les stades, et là, tu commences à créer une nation foot, je trouve. Tu vois. Alors que vous, en Italie, vous l'aviez, enfin, je dis vous, tu n'es pas le président de la fédération italienne, Sacha, pas encore. C'est une question de seconde. Mais vous avez ça depuis des plombs, évidemment, que ce soit Paolo Rossi, que ce soit Del Piero, que ce soit, comment il s'appelle, Mia Baggio, des gars comme ça. Alors évidemment, tous les jeunes qui maintenant qui ne sont plus si jeunes et qui ont 45-50 ans, ils ont eu des idoles. Et donc, voilà. Évidemment,
J'espère en tout cas Voilà que ça mon va arriver à la explication. Belgique. Mais j'espère que Oui, ça va arriver à la Belgique ça à un moment arrive, donné. ça se Il crée. y a le potentiel de toute façon. Après, voilà, maintenant, il faut... Et il y a l'histoire. Il faut, On je pense revient. que, oui, mais il y a cette question de sens commun. Il faut trouver une volonté générale, une espèce de lien qui va permettre à tous, public, supporters, Ouais, journalistes, de s'unir complètement autour d'un bloc équipe. Et ça, c'est ce qui manque. Il y a par exemple en Italie, grâce à cette culture foot et ce dont tu as parlé, c'est-à-dire l'identification et tout ça. ouais. Je pense que c'est ça. Bien sûr, clairement. Donc là, tu vas pouvoir, maintenant, tu vas pouvoir, voilà, tes horizons, tu vas pouvoir travailler sur des années grâce à ce que cette génération propose avec ton Vertonghen, avec ton Alderweireld, avec des gars qui sont en première ligue, qui sont, voilà, un Carrasco qui arrive aussi dans l'aventure, Ouais, et voilà. Donc, voilà, je pense que ça naît comme ça. Après, le plus compliqué reste encore de tenir sur la longueur. Hein. Et à ce niveau, à ce bon niveau, les Allemands, oui, pourquoi? Parce que les Allemands, ils l'ont gagné à plusieurs fois, ces compètes, ces grosses compètes. Ils sont toujours au rendez-vous dans le dernier carré, ils sont toujours là. Les Italiens peuvent le faire, ils ont des passages plus creux, mais bon, voilà, les Espagnols, voilà, la leçon, on va pas la donner. On a compris que les Espagnols sont venus avec un modèle ici pendant 6, 7, 8 ans. Maintenant, ça s'essouffle un peu, donc ils doivent repartir, mais reste encore, malgré tout, ce championnat espagnol. Il y a une culture, une philosophie foot, voilà. en fait, en Espagne. C'est pour ça que, avec certains confrères, j'ai déjà eu des vives discussions, et je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je dis qu'à un moment donné, ce qui est intéressant dans le football espagnol, c'est cette espèce de philosophie à tout le temps vouloir prôner un football bas à terre, la technicité avant tout, Bien et sûr. cette espèce de dictature de la technique balle au pied qui est pour moi exceptionnelle et qui rend le championnat espagnol le meilleur du monde. Contrairement à certains qui disent le championnat d'Angleterre est le meilleur championnat du monde parce que c'est là où on voit le plus de spectacles, parce que c'est là où les plus grandes stars se montrent le plus, parce que ceci, parce que cela. C'est deux écoles, encore une fois. Je ne sais pas de quelle école tu es, toi. Moi, je préfère, c'est un mix. Je préfère avoir la technique, ce jeu, ce redoublement de passes, cette gestion du ballon, cette possession du ballon, ce bloc équipe qui progresse, mais il y a vraiment un projet et on comprend le projet de l'équipe et on voit ce que ça donne. C'est espagnol, les Portugais vont aussi travailler ça bien sûr. Les Portugais, je me souviens qu'avec Saïd Adouche qui était un consultant qui était chez nous à Bâle, on parlait souvent de cette volonté, par exemple, est-ce que tu veux aujourd'hui encore créer un numéro 7 quoi, tu vois, tous ces types qui ont travaillé dans ce poste de Figo, quoi, ils sont venus derrière, est-ce que tu vois, tu as un Cristiano Ronaldo, voilà, est-ce que tu te dis, bon, ces profils-là, tu les crées si jeunes, donc tu répercutes, tu reproduis, et pas répercuter, tu reproduis. Donc j'aime ça, mais le spectacle, il est quand même là en Espagne, tu vois. Bon, j'ai été voir plusieurs fois Valence. Bon, voilà, c'est même une équipe qui joue 4 en Espagne. Elle te propose quelque chose de bien. Elle te proposera un foot et tu verras des beaux gestes. Donc, j'aime ça, mais attention, l'Angleterre, c'est le foot spectacle. Un jour, Émile Mpenza, il vient, il me dit, tu sais, Luc, on est là, marquage, c'est 1 contre 1 derrière. Ça veut dire que si moi, on joue avec 2 attaquants, 4-4-2, on est sur les 2 défenseurs centraux, si je passe mon homme, je file au but. Ça, c'est l'Angleterre. Tu vois, tu le verras pas en Espagne de la même manière. Tu vois, ils vont adapter, ils vont travailler tactiquement. Et là, c'est chouette, quoi. Tu vois, de se dire la réflexion, d'aller chercher autre chose. Mais rien que ça, ou alors ça va être spectaculaire. Bah oui, il y aura des buts, il y a des envolées, il y a des trucs de fou qui se passent. Et on voit là. Aujourd'hui, je crois que le marketing de la Barclays Première Ligue est supérieur à ce que l'Espagne propose, à ce que l'Italie aussi, qui est un petit peu moins. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'à un moment donné, le meilleur championnat, c'est celui qui se vend le mieux? On pourrait dire ça, effectivement. Meilleur championnat pour le grand public. Après, le connaisseur, tu vas demander à Manu Ferreira, mais bon, évidemment, il est subjectif dans son regard, mais Monsieur Atlético, mais il dira non, ben voilà, tu vois, en Espagne, tu conserves toujours tes valeurs, et puis on arrivera au mois d'avril, et on se dira, il y a encore autant d'Espagnols présents dans la course au niveau de l'Europa League, au niveau de la Ligue des Champions, ils sont toujours là, donc. Puis voilà, puis tu vas arriver en demi, puis tu vas être en demi, puis tu es en finale, et tu te diras, les Espagnols sont toujours là, quoi. Ouais. Tu vas te retrouver avec du Séville, tu te dis Séville, pourquoi, tu vois. Même à Unai Emery, tu vois, qui était un peu critiqué. Enfin, un peu là en France, tu vois, ça prend un peu de temps, où c'est une autre approche footballistique. D'ailleurs, c'est intéressant le cas Unai Emery. Pourquoi finalement, avec autant de stars au PSG, ça ne marche pas spécialement? Est-ce que justement, ils n'ont pas eu ces joueurs assez, cette culture que lui a réussi à ou développer ou mettre en place en Espagne, avec les différents clubs dans lesquels il a réussi. Parce que tu vois, Unai Emery est le profil pour ne réussir qu'en Espagne, justement. Voilà. Ouais. Donc tu vois, oui, c'est sûr, pour répondre à ta question, le plus beau, c'est celui qui se vend le mieux aujourd'hui. Hier, tu vois,
dépend quand tu passeras ton interview, mais quand tu vois que Chelsea explose Everton 5-0, mais c'est un foot complet où finalement Conte vient et dit derrière. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un projet d'intensité de jeu, mais je ne suis pas encore au bout de mon projet, mais je veux de l'intensité à tout moment. Tu vois la différence de Chelsea. C'est très à la mode, hein. Tu peux parler de Diego Simeone aussi, qui a gagné la Liga en 2014 avec l'Atlético, avec exactement la même philosophie de jeu. Je pense que maintenant on raisonne en philosophie de jeu, et c'est ce qui est le plus important dans le football. Ceux qui réussissent, en tout cas, ont une base de départ qui est une philosophie de jeu bien précise. Ça, je pense qu'on peut le Oui, dire. C'est pourquoi d'ailleurs l'entraîneur d'Anderlecht, Weiler, je pense qu'il va aussi réussir. Mais il faut du temps pour qu'il arrive à ce que tous ces joueurs comprennent dans quelque situation que ce soit son message. Mais c'est gay. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le foot. Voilà. Et ça, c'est un petit bémol que je peux juste glisser. J'ai toujours trouvé, j'ai essayé sans prétention, mais j'ai pas. C'est pour ça qu'un consultant est bien. J'ai essayé d'avoir cet apport à côté de l'émotion dans le foot, avoir un apport tactique intéressant. Tu vois, pour que la personne qui soit chez elle, qui imaginons ait 45-50 ans, ait envie de décoder. Mais c'est le pouvoir magique des palettes, ça. Oui, sur RTL notamment. Qui viennent à la pause, où tu as très peu de temps malheureusement. Mais j'ai encore vu un Yohan Wallem il y a 7 semaines, enfin il y a peu, je veux dire, voilà, en Europa League. Il est béton armé. Il m'a démontré des trucs, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Yohan Wallem, merci, bonjour, voilà. Mais c'est top, quoi. Et ça, parce que là, tu te dis, ah ben ouais, t'es nourri chez toi. Donc, il n'y a pas que le type qui donne du 120% émotion, il y a aussi à côté un raisonnement. Et donc, j'ai toujours voulu, moi, avoir ça, mais je trouve que là, ça, c'est le bon complément. Et parfois, ça me manque quand je suis des rencontres aujourd'hui, que je regarde, ci et là, il y a des jours, je me dis, mais il me raconte rien, ce gars, il me raconte rien. Voilà, après, voilà. J'ai pas toujours réussi non plus, donc il faut pouvoir l'admettre. Tu vois, il y a des jours que tu passes à côté. Ce qui est le plus intéressant dans le football quand on est journaliste, commentateur ou présentateur, que ce soit télé ou radio, c'est peut-être pas la dynamique humaine du footballeur ou du match en tant que tel. Bruno Taverne me disait, tu sais, moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse dans le football que l'humain. Le football en tant que tel, moi, ça m'a lessivé. Ça m'a lessivé parce que j'ai tout le temps du football. À un moment donné, j'en ai marre. Mais j'essaie de chercher à chaque match ce petit côté humain, la dynamique sociale qui se cache derrière un match. Oui, ou la réaction que tu peux avoir, ou l'explosion de joie, ou la frustration. Voilà, ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est l'histoire. Ça, c'est des moments d'histoire. Tu vois, il y a l'histoire d'un type qui, à un moment, comme on dit communément, pète un plomb dans le match, quoi. Et tu veux savoir pourquoi. Donc, tu dois un peu remonter. Et tu te dis, mais est-ce que c'est parce qu'il est frustré, parce que son opposant direct le mange 10 fois et donc là il ne s'en sort plus, ou est-ce que ce sont ses coéquipiers qui le servent mal régulièrement et donc le type est en mauvaise position quand il reçoit ce ballon, ou est-ce qu'il a mal dormi, ou est-ce que, tu vois, voilà, il y a 36 questionnements qui sont intéressants aussi. Mais bon, après, c'est là que tu commences à narrer, tu te dis, tu racontes une histoire et t'emballes ton téléspectateur avec toi et tu te dis, bon, il y a des jours, c'est le feu, donc c'est génial et les gens vont retenir les moments de feu. Et puis il y a des jours, tu retiens voilà, les buts d'exception, tu retiens les gros ratés, tu retiens le gars qui est passé complètement à côté de son match, tu retiens qu'il n'y a rien eu. Alors tu te dis, c'est la faute de l'entraîneur parce qu'il ne les a pas projetés vers un projet génial aujourd'hui, il n'a pas osé l'entraîneur, on a gardé un peu la pédale sur le frein, là, le frein à main, on l'a levé un petit peu, je sais pas. Donc tu vois, tout ça, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, effectivement, maintenant, il y a des beaux petits gestes. Tu sais qu'ils sont un ballon qui vient à 50 mètres, tu as une belle amortie de ballon, il tombe juste entre les deux pieds. Je le dis, je vois des enfants qui jouent en interprovinciaux, c'est pas l'élite en Belgique, mais ils ont 13 ans. Pour eux, il faut leur faire comprendre que la base du foot, c'est quand le ballon il vient très très loin et qu'ils peuvent déjà bien le gérer dans un premier temps, c'est déjà 50% gagné. Et après, on peut commencer. Mais si tu vois des matchs de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas ça dans leur tête. Donc, eux, ils ne font pas attention quand ils voient ça en télévision. Ce travail de commentateur, Luc, ça ne te manque pas? Parce que je t'entends parler comme ça, avec énormément d'émotions. Si, évidemment. Je ne partais pas, en fait, pour faire ça dans ma vie. Et puis, je me suis retrouvé très, très tôt dans des radios FM. J'avais 22-23 ans, ici à Charleroi. Et je commentais une semaine olympique, une semaine Charleroi. Et j'ai commencé comme ça. Et je trouve vraiment que le stade, c'est un lieu fermé, comme ça, qui est très mystérieux, qui est connu par les amateurs de foot, mais un amateur de culture, il y va peut-être que très rarement. J'ai encore croisé une journaliste il n'y a pas très longtemps, Chantal Monet, qui est à RTL. Et bon, c'est une
personne qui se connaît très bien en politique, en international, elle ne va pas spécialement au foot. Là, c'est parce que son fils l'emmène et elle me dit, oh, j'ai vu des choses dans le stade, c'est gay et tout. Et ben, elle a 45 ans. Et je me dis, mais ouais, tu vois, tu découvres à tout moment ce lieu où il peut y avoir des tensions, il y a des chants, il faut décoder parfois les chants quand tu vas à l'étranger. Je me souviens avant, on allait en Serbie, il y a plus de 10 ans, où là, les types étaient un peu nationalistes profonds, un peu excessifs dans leurs propos. Et alors j'avais un caméraman, Recep, qui était d'origine albanaise, et lui, il traduisait, tu vois, les contenus des chants, et tu te dis, wow, c'est lourd ce qui se passe ici comme message en même temps. Tu vois, les types, ils refusaient de chanter l'hymne, il y avait des choses, tu vois. Ça, c'est un lieu d'expression, tu vois. Mais quand même, en même temps, c'est un lieu dans lequel toi, individu, tu vas te fondre dans une masse parce qu'il y a 20, 30 000, 40 000 personnes, peut-être plus. Et donc, tu oseras dire des choses ou crier, vociférer, alors que tu ne le ferais peut-être pas si tu es face à une caméra ou face à un micro. Mais au final, moi, quand je t'entends parler, je me dis que la lumière que tu pouvais avoir en tant que commentateur sur RTL, là, tu es loin d'RTL. Ça te manque pas la lumière en tant que telle? J'ai posé un choix. Alors, je me dis, je ne vis qu'une fois, donc je sais que j'avance. Je ne peux pas me nourrir de regrets, tu vois, sinon c'est dommage. Je n'ai pas encore 50 ans, donc je ne pourrais quand même pas non plus complètement finir gaga. Donc j'ai créé autre chose ici, tu vois, je me suis dit on essaie de s'accomplir pour améliorer une télé, améliorer un projet média, parce que c'est plus vraiment une télé, c'est un média. Donc ça c'est une chose. Après effectivement le foot, voilà, j'ai eu des sollicitations, quelques sollicitations et je me suis dit bon non, je me suis engagé ici, je suis correct quand je m'engage sur un projet, voilà. Mais après le match, voilà, bien sûr que ça te manque, évidemment que ça te manque, évidemment l'ambiance des stades, évidemment je vois ce ballon, évidemment j'ai envie de commenter les nouveaux gars, je te parlais de Ronaldinho et de Drogba, j'ai tourné la page avec toi, je viens de la tourner, donc je suis sur autre chose maintenant, je parle de tous ces jeunes C'est beau, quêtes la nostalgie, c'est beau. Oui, C'est c'est romantique bien. en fait dans le sens. Ouais, bah oui, parce que c'est ce que m'a dit Laurent Lotte quand j'ai quitté, il m'a dit, écoute Luc, tout ce que tu as fait, tes 9-10 finales de Ligue des Champions, tes matchs à gauche, à droite, on ne te les enlèvera jamais. Tu l'as fait, tu l'as vécu, tu as fait des interviews, tu as fait Maldini devant toi, tu as fait Gattuso, Gennaro Gattuso avec la coupe en main. On lui avait trempé tous ses habits de sortie. Donc le type, il était encore en short avec son même maillot à l'envers. Il est face à toi, il te répond. Tu te dis, c'est Gattuso, c'est énorme quoi, ce qui se passe. Donc, même deux questions, un moment privilégié, tu vois. Ouais. C'est les stars et c'est le foot. Et je l'ai toujours vécu avec beaucoup d'humilité, je pense. Mais bien sûr, certainement, bien sûr que j'ai envie de repartir faire des stades, bien sûr que, parce que je pense que je ne vais pas terminer à ce niveau-là, qu'il y a encore moyen de s'amuser, il y a encore vraiment moyen de progresser. Et bon, voilà, j'ai gardé pas mal de connaissances ou d'amitié, ça me fait plaisir quoi, de croiser. Et c'est ça qui est important. Tu vois aussi, tu peux dire des choses. J'ai jamais visé l'homme en tant que tel. J'essaie aussi de comprendre, comme disait Bruno Taverne, tu veux comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui pour un joueur, pourquoi ça va moins bien. Mais tu ne peux pas le détruire, quoi, tu vois. Ça reste un pro de. J'aime bien le sport, j'aime bien le sport de haut niveau, top niveau, la performance, quoi. Et donc tu peux pas. Mais quand tu croises, quelle que soit la personne que tu croises après, Frankie Vercotteren, que tu croises Olivier Renard, Daniel Van Buiten, et on se salue avec le sourire, ça veut dire que tu as été correct dans ce que tu as fait, pour autant qu'ils t'écoutaient, ça n'a pas toujours été le cas bien sûr, parce que les types, bon, bah, ils avaient une vie extra, mais ça veut dire qu'on s'est respecté dans ce qu'on a fait, dans le métier. Et ça, pour moi, le respect, c'est le plus important. Par rapport à ton départ à RTL, tu as des regrets? Il y a des choses que tu aurais voulu faire ou des choses que tu aurais voulu faire autrement? Non, des regrets, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'on a bien bossé. Ben, j'ai eu la chance et on m'a laissé faire beaucoup de choses, franchement. 17 années là-bas. Et j'étais en 2002, je me vois encore en 2002, où j'étais à Charleroi et Stéphane Rosenblatt est venu un jour, il m'a dit, écoute, on va acheter les Diables Rouges, on va acheter la Coupe de Belgique, on va étoffer l'équipe. Il y a Pierre Miguicha qui était là, Serge Vermeuren, il me dit, on étoffe l'équipe, est-ce que tu veux venir? Je sais que pour toi, il y aura des placements, il y aura différentes choses, tu as déjà travaillé un petit peu pour le sport, j'avais travaillé sur l'Euro 2000 de foot ici pendant plus d'un mois à Charleroi, on avait un gros truc avec les Anglais et tout, donc on avait vraiment bien bossé, et puis il m'a dit, voilà. Et comme j'avais commenté du foot en radio avant, il m'a dit, hop, c'est parti. Et puis voilà, donc de 2002 jusqu'à 2014, je me suis retrouvé à faire le tour quasi du monde avec les Diables Rouges, avec le foot européen, avec la moto GP, Lily Radiguez. J'ai croisé des tas de gars et on a réalisé des plateaux, le Standard, la tête de Bolat. Tu vois, des trucs européens un peu fous. Moment historique. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la tête des supporters du Standard. Bien sûr, ouais, voilà. Dieu merci Mbokani, tu vois, des types. Méméchité,
Je l'ai fait seul en interview. Le type, il parlait pas beaucoup, il disait 3 fois rien. Mais là, je suis venu avec lui, avec un DVD. J'ai bossé quasi comme vous ici, seul à seul. Et puis, je lui ai remontré des buts qu'il avait marqués. Et puis, il dit, regarde, là, j'avais la grinta et tout. J'ai fait des trucs. Mais donc, tu vois, j'ai vu des stars. J'ai vu Beckham, que j'adorais. J'ai vu Zidane. La première fois que tu rentres au Real Madrid, où tu vois toutes ces stars, il y en a trop à regarder en même temps. C'est pas possible, quoi, tu vois. Donc là, tu te dis, mais waouh, Patrick Vieira. Ça fait rêver, hein, quand la même. France Quand qui tu en vient. parles, regarde, Bah t'en oui. parles à un jeune journaliste, ça. Ah ouais, Perso, Vieira. moi, ça me fait rêver tout ce que tu m'as Ah raconté. ouais, un jour on fait ça, De Sailly, à la fin on l'interview avec RTL, il vient, mais comme il faisait mauvais, ils avaient joué un amical, il faisait mauvais, donc on lui glisse sur les épaules, on voit qu'il est froid, on lui glisse une veste, et alors il y a RTL qui est marqué ici en dessous, bon il la regarde quand même, et puis il la laisse, puis il répond, bon tu te dis voilà. Donc ce qui fait que j'ai pas de regrets parce que les patrons m'ont laissé faire énormément de choses, et je pense que sur un moment, en Belgique, je faisais partie des 5-6 journalistes heureux de pouvoir être un peu partout, voilà. L'émission s'appelle, notre émission, elle s'appelle Around the Goal. Comment est-ce que toi, quelle est ta définition de Around the Goal? La définition de ton émission. Ouais. C'est compliqué ce que tu me demandes. Non, l'émission, le nom, Around the Goal, c'est quoi pour toi la définition quand je te parle, je te dis Around the Goal? Autour du but, le but à atteindre, le but à viser, parler du but. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Parler Tu du dis ce but, que tu veux. d'accord, parler du but, du but que toi tu veux atteindre, que vous voulez atteindre avec ton réalisateur sur cette émission. Vous voulez parler du foot, vous parlez du foot avec des interlocuteurs qui sont passionnés de foot et qui en même temps veulent faire bouche, veulent marquer ce but sans doute. C'est comme ça que je le vois, voilà, oui, c'est un moment où le foot est vrai et où on est un peu mis à nu, donc on n'a pas de masque, on est à la dernière minute du match et on doit marquer ce but. Et si on marque, on gagne la Ligue des Champions. C'est beau, non? Ouais, c'est magnifique. Tu as un dernier mot à ajouter? Que le foot m'a apporté beaucoup, pas seulement en notoriété, mais en plaisir, en vrai plaisir, en vraie communication dans le média. Et que j'ai la chance de toujours rester dans le monde du foot et j'y vais parce que finalement, c'est mes enfants que j'ai toujours suivis, qui jouent à un niveau modeste, ou c'est l'Olympique, ou ils sont jeunes, donc ils font ça pour leur plaisir. J'ai toujours été au stade, et je vais toujours au stade, j'étais encore à Chelsea, Leicester il y a peu, avec un de mes enfants, les deux, pardon, puisqu'il y avait l'anniversaire d'un des deux. Donc on a fait un voyage extra pour aller voir un match, et pour eux, ils ont ouvert des yeux terribles, face à des stars, face à une organisation. Et donc pour moi, le foot, c'est vrai, c'est pas fini, c'est pas terminé. C'est sans fin, j'ai autant de plaisir, tu vois, aller voir un foot très ouvert de jeunes. Hein, ils ont 14-15 ans, ils veulent juste gagner le match. Hein, tu vois, ils veulent juste, et ça c'est fort, parce que ça c'est le foot vraiment, c'est sans calcul. Et puis derrière, tu as un foot qui est différent, mais qui n'est pas pour moi bouffé par l'argent. Qui est toujours, il y a un niveau vrai, il y a une touche vraie dans le foot, quel que soit le niveau, et c'est toujours ce qui m'a plu, et c'est ce qui me plaira toujours. Donc c'est ce pourquoi je pense qu'effectivement, j'aurai toujours un regard sur ce qui se fera dans le monde du foot, et je pense que j'y retournerai un jour. Merci beaucoup. Molto grazie. Merci beaucoup Sacha pour cette entretien, et merci également à Jordan qui est derrière les caméras et qui gère l'ensemble. J'espère que l'image a été bonne, que je n'ai pas trop vieilli sur ce coup-là. Non, il n'est pas vieux, vous tracassez pas, il est pas C'est vieux. juste notre image qui est un petit peu, voilà, c'est notre studio, mais bon, on peut le faire plus chaud encore. On va bronzer un peu au montage, vous verrez. Merci à tous, en tout cas, bonne continuation. Et bravo à Around the Goal et bravo à l'équipe et à Sacha.